Mesdames, messieurs, bonjour et bonne année. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle année et pour un retour de l'émission L'Instant Culte. Et avec moi pour vous accueillir dans cette nouvelle année 2025, j'ai nommé le très nommé et le très connu Chris. Comment ça va, Chris? Ça va très bien, merci. Bon, bonjour tout le monde et bonne année à tous. Ah bon, alors t'as passé de bonnes fêtes de fin d'année, tu es content d'être passé sur cette année 2025? Oui, très content. 2025, ça va être fantastique, ça va être fantasmagorique. Je te souhaite tout ça et je te souhaite le meilleur pour toi, tes proches et pour toute l'année 2025. Eh bien, je te dis la même chose. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire quelle originalité de ta part. Merci Chris. Bon, et écoute, je te propose pour nos retrouvailles de ce début d'année de commencer l'année de cette émission L'Instant Culte par un sujet assez léger. On va vous parler du film Seven. Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez? Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps. L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière. Tu prends ta retraite, dans moins de 6 jours, ce sera de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Trop longtemps. Tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. D'ici mon départ, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt, je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis. Écoutez, je suis à la criminelle depuis 5 ans. Ça compte pas ici. À présent, Probablement un autre missile. Bon, vous l'aurez compris, hein, ma réplique était plus qu'ironique. Effectivement, on commence l'année avec Seven, un thriller vraiment sombre de David Fincher et écrit par Andrew Kevin Walker avec en vedette Brad Pitt, Morgan Freeman ou encore Gwyneth Paltrow. Alors de quoi parle ce film Seven? C'est un film où un policier quasiment à la retraite, donc l'inspecteur Somerset, qui a 7 jours donc de prendre sa retraite, il tombe sur un criminel un peu ordinaire qui se fait appeler John Doe et qui se fait appeler l'assassin et décide de nettoyer la société des maux qui la rongent en commettant 7 meurtres basés sur les 7 péchés capitaux: la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Ouais, et tu dis sombre, c'est vraiment très très sombre. Hein. Je pense qu'on peut rarement faire plus sombre en termes de film et en termes de thriller et en termes de films policiers, exactement. Alors avant qu'on commence l'émission, j'ai d'abord une question à te poser. Toi, quel serait le péché capital qui te représenterait le plus? Ah bah c'est la bouffe. C'est la gourmandise. Il y a pas match. Bah oui. Il y a absolument aucun débat. C'est la gourmandise, puis la luxure. D'accord. Bah écoute, moi j'ai envie de dire que je serais, je pense, une proie facile pour John Doe, car je serais un savant mélange des 7 péchés capitaux. Mais si vraiment je devais en choisir un, effectivement, je pense que je choisirais donc pas la gourmandise comme toi, mais plutôt la luxure. Ça me laisse en voix. Ah là, bon, alors, on a pitché le film. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film, cet incroyable film, j'ai envie de dire, pour savoir si vraiment ou pas il a sa place au niveau de l'instant culte. Ah, j'ai envie de spoiler, mais si ce film n'a pas d'instant culte, on arrête l'émission, quoi. Effectivement. Parce que oui, effectivement, c'est un film culte, mais surtout c'est un réalisateur culte. Faut d'abord peut-être commencer par ça. Dans la filmographie de David Fincher, moi, je vois aucun film, aucun raté, quoi, aucun ratage, aucun film d'où on sort en se disant bon, celui-là il est un peu moins bien que le dernier. C'est David Fincher, c'est un génie, quoi qu'il fasse. Et les séries, Mindhunter, qui est passé sur Netflix, il me semble, sur la traque des tueurs en série, ou sa série d'animation Love, Death and Robots, Même, parce que ils sont plusieurs. pareil sur Netflix et qui est génial. Donc oui, David Fincher, c'est un génie, mais je préfère quand même Tim Burton, même si sa filmographie est un peu plus dure à aimer dans son ensemble. Un petit peu plus aléatoire, en dents de scie. Alors, effectivement, hein, David Fincher, énorme réalisateur, hein, je te plus sois en tout cas, pour redonner un peu de sens aux gens qui nous écoutent. C'est la personne à qui l'on doit pour ses plus grands films: Fight Club, Zodiac, The Social Network, Gone Girl, l'excellent Gone Girl avec Ben Affleck, et dernièrement The Killer. The Killer qui a été un petit peu moins bien noté, qui pourtant moi m'avait paru excellentissime. Ouais, excellent. Il est sur Netflix lui aussi.
Exactement, c'est une production Netflix. Bien, et donc après avoir parlé du réalisateur, qu'as-tu d'autre à nous apporter sur ce chef-d'œuvre du 7e art? Mais d'abord l'ambiance. L'ambiance, c'est vraiment poisseux. C'est vraiment on entre dans le film comme on entre dans un jour de pluie qui ne s'arrête pas. Tu vois ce C'est que je vrai. veux dire? Il est vrai. On est vraiment là dans une ambiance qui étouffe le spectateur, mais au moins qui m'a étouffé quand je l'ai vu au cinéma et même quand je le revois en streaming tranquillement à la maison un jour d'été. Tu peux pas t'échapper de l'ambiance, cette ambiance étouffante, angoissante, où tu dis putain, il faut que je respire là. Allez, ouvre la fenêtre, je sais pas moi. C'est vrai qu'on est toujours plongé dans des rues sombres, dans des rues malfamées, dans des scènes où il pleut, il fait jamais beau. La seule scène où il fait beau, ça va être la dernière scène et on sait pourquoi il fait beau parce qu'en fait la scène est vraiment apocalyptique. Voilà, c'est tout un ensemble de photographies, de façons de réaliser, façons de tourner qui sont vraiment de la masterclass. Ouais, il y a le son aussi. Il a fait un énorme travail sur le son. C'est-à-dire en préparant l'émission, j'ai appris qu'il avait fait tourner des bruits de la ville de New York, donc des disputes, des chauffeurs de taxi, des passants. Il a fait jouer tous ces enregistrements pendant les prises pendant les prises du film, ce qui ajoute à la sensation pour moi qu'on est enfermé dans ce film. Ouais, c'est impressionnant parce que c'est vrai que ce film, on a l'impression de vivre un huis clos alors que c'est plutôt un film à monde ouvert. Alors, j'avais pas fait le rapprochement, mais tu as tout à fait raison. C'est un huis clos, mais d'extérieur. On est enfermé dans soi-même. C'est ça, on a l'impression de jamais sortir de cette pièce qui nous tyrannise et qui nous embue l'esprit. Donc effectivement, hein, ce film Seven, un film bon pour public averti, hein, ne montrez pas ça à vos enfants de 7 ou 8 ans. Mais voilà, si vous êtes fan de cinéma, n'hésitez surtout pas à ajouter à votre filmographie, si ce n'est déjà fait, Seven, ou à vous refaire ce film un bon soir de pluie et de fraîcheur comme il en est en ce moment. J'ai une première question par rapport au film et plutôt par rapport au scénariste, donc Andrew Kevin Walker. Est-ce que tu saurais me dire ce qu'il faisait comme métier pendant qu'il a écrit son script? Alors, non, je ne sais pas du tout. On peut pas dire qu'il travaillait dans le milieu du cinéma, mais il travaillait dans le milieu de l'art quand même, plutôt en tant que revendeur. Ah, c'est un dealer. Alors, ça peut s'apparenter à un dealer, mais un dealer, il dealait quoi? Il dealait quelque chose qui a un rapport avec l'art sonore plutôt. Bon, je sais pas du tout. L'art sonore, L'art dis-moi. sonore. Il était disquaire tout simplement. Il vendait des vinyles, des disques et tout ce qui s'ensuit. Ah, énorme. Bah, tu vois, je savais pas du tout. Donc voilà. Et à New York ou Exactement, à New York, chez Tower Records également. Il a écrit ce script-là, il l'a passé à un ami qui lui était écrivain, et cet ami c'était David Koepp, et cet ami l'a transmis à son agent, et l'agent l'a transmis à un studio qui a accepté ce scénario complètement fou, et pour redonner encore plus de sens sur ce que tu disais, comme quoi c'était un film vraiment sombre et vraiment torturé et qui torturait autant ses acteurs que son spectateur. Il faut savoir que David Koepp, donc l'écrivain, qui a lu le scénario avant de le donner à son agent, a dit Walker a vraiment besoin de se faire aider psychologiquement. c'est énorme. Bah, mais c'est vrai que quand on regarde le film, on se dit mais celui qui écrit ça mais doit être complètement fou dans sa tête. Fou ou génie, je ne sais pas. Mais Ouais. en tout cas, après ça, Andrew Kevin Walker, donc lui a continué son métier de scénariste, n'a plus vendu un seul disque, et il a continué de travailler avec David Fincher parce que c'est lui aussi qui est à l'origine du script The Killer. Ah ok, je savais pas. Je sais qu'il a écrit la légende du cavalier sans tête pour Tim Burton. Donc voilà, il a continué son petit bout de chemin en tout cas en tant que scénariste assez déjanté. Et c'est vrai que quand on regarde un peu certains de ses films, c'est vrai que les films sont quand même très très torturés, hein. Même The Killer, qui est beaucoup plus léger, au final, les personnages sont vraiment très torturés. Ouais, mais c'est ça qui est bien aussi avec Seven, c'est un petit peu la morale du film. Comment tu as compris toi la morale, le message? Le message pour moi est difficile à comprendre. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en fait, il peut s'interpréter de plein de manières différentes. Est-ce que quoi qu'il se passe, on va de toute façon succomber à nos péchés, ou est-ce qu'on est capable d'y résister, ou est-ce que ça nous demande une force tellement intense que ça nous ferait changer complètement notre état d'être si on arrivait à lutter contre ces péchés qui nous animent tout au long de la vie. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça. Moi, c'est ça que j'aime dans ce film, c'est qu'il fait réfléchir à l'essence du mal.
c'est quoi le mal, pourquoi on fait du mal, d'où ça vient. J'aime beaucoup ce film pour ça. Pour moi, le film il dit que le mal c'est à la racine de tout et que ne pas faire le mal c'est pas facile. Il dit que tous les hommes, alors, quand je dis hommes c'est toutes les catégories, hein, homme ou femme, on est sur ce monde dans une lutte incessante pour être quelqu'un de bien. Exactement, et c'est complètement vrai. Et à chaque embûche, et à un moment donné, même si on est la personne la plus bonne qu'il soit, je pense que un moindre événement peut nous faire basculer dans le mal. Exactement, et c'est un peu la conclusion du film d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, hein, Seven, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un petit combat entre nous. Hein. Effectivement, on va l'inscrire dans les films cultes. Ah ben oui, clairement. Hein. C'est ce qui a aussi choqué à l'époque, c'est que personne ne s'attendait, sans aller trop dans le spoil, mais personne ne s'attendait à une fin comme celle-ci, de voir un méchant gagner sur un film hollywoodien. C'était quelque chose qui n'avait pas de sens et qui choque, qui a choqué beaucoup à l'époque et qui choque encore aujourd'hui. Ouais, et la fin a été gardée grâce à Morgan Freeman et Brad Pitt qui ont menacé de tout arrêter, d'arrêter le film si la fin était une happy end comme le voulait le studio, quoi. Et surtout s'il ne touchait qu'une seule ligne du scénario établi par Andrew Kevin Walker. Ça va plus loin que la fin. C'était vraiment la totalité du film. Parce que les studios et les producteurs ont forcément voulu rendre ce film un peu moins sombre. Et c'était la condition sine qua non de Brad Pitt, de Morgan Freeman et de David Fincher. Les trois auraient claqué la porte s'il avait fallu. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant de voir à quel point le film a été un accident. C'est-à-dire que lorsqu'on a proposé le film à David Fincher, on lui a envoyé par erreur le premier scénario. Donc le scénario qui valait à son auteur le qualification de va voir un psy. Ouais. Au lieu du scénario retouché et voulu par les studios. Et David Fincher, lui, il sortait du tournage d'Alien 3 qui s'était très mal passé et il voulait plus refaire de cinéma. Il est tombé sur ce scénario un petit peu très 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 sombre et il a dit tant mieux, je vais refaire du cinéma avec ce film. Il a même dit si je dois faire qu'un seul film, ce sera celui-ci. Ouais. Comme ça se goupille, des fois, une petite erreur d'envoi et ça donne un film culte et ça relance de la carrière d'un génie, quoi. Exactement. Donc nous, forcément, on a apprécié ce film et on l'encense et on vous encourage à tous aller le voir après avoir écouté notre podcast. Qu'en a pensé la presse? Alors la presse, au niveau des critiques professionnelles, c'est un bon film, un peu glauque, etc. Je vais quand même te dire, parce que ça fait plaisir, la critique des cahiers du cinéma. Un film glauque, nihiliste et déprimant. Ils leur mettent 2 étoiles. Oui, ok. Oh, ça fait plaisir. Tu trouves que ça fait plaisir, toi? Oui, parce que c'est vraiment la preuve que les cahiers du cinéma, c'est vraiment la revue pour ceux qui ont la carte. C'est-à-dire que la même critique, elle aurait valu 5 étoiles à un réalisateur qui aurait eu la carte, quoi. La même phrase, tu vois. Et là, David Fincher, il est américain, il a fait Alien 3, film commercial, et Seven, qui est le succès que l'on sait. Donc, il a 2 étoiles, quoi. Ça marche. Ok. Bon, écoute, je te propose qu'on se pose 2-3 questions. J'ai une question, du coup. Qu'est-ce qui a coûté $15,000 et qui a nécessité 2 mois de travail? Alors là, tu ne m'auras pas sur ce film Seven sur lequel je me suis bien renseigné. Eh ben, c'est tout simplement, tout simplement, non, pas tout simplement, parce que ça a coûté $15,000 et 2 mois de travail, l'écriture complète des livres de John Doe. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est fou quand même, hein. Ouais, c'est fou, ils ont vraiment créé de réels livres. Ouais, ça donne envie de les avoir, en vrai. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ça se vend peut-être d'ailleurs sur le marché, sur le marché, j'ai envie de dire en noir, non, mais c'était pour faire un jeu de mots avec le film sombre comme il est. Mais ça peut peut-être se vendre, mais à des prix, je pense, très très chers. Ouais, mais ça peut, hein, parce que je sais que par exemple Marvel vend des répliques de ses accessoires de films. Tu peux récupérer les dossiers du Shield, par exemple. Tu peux avoir aussi ta petite carte du Shield. Tu peux avoir plein de trucs des films de Marvel. Et non, je n'en ai aucune. Non, c'est vrai, j'ai les dossiers du Shield. Chut. Ah, chut, faut pas le dire. Tout est commerce et tout coûte cher. Donc vous savez à présent que Chris est blindé aux as. À moi de te poser une petite question. J'ai envie de te demander, il y a un acteur qui n'avait pas été crédité au casting. Est-ce que tu sais qui est cet acteur? Ouais, c'est John Doe.
Exactement. Kevin Spacey, donc, qui jouait John Doe. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été crédité? Oui, c'est pour une super bonne raison, je trouve. C'était pour pas mettre la puce à l'oreille du spectateur. Exactement, pour laisser planer le mystère tout au long du film, en tout cas tout au long de la première moitié du film. Moi, ça, je trouve ça fort. Je trouve ça fort aussi parce que ça évite aux acteurs d'avoir trop d'ego. Et puis vraiment, aujourd'hui, on sait que... Alors, à l'époque, c'était peut-être moins dangereux, moins important s'il avait été crédité parce que les gens n'étaient pas aussi fouines qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense qu'on pourrait éviter de créditer des gens au casting pour laisser une surprise totale. Je peux que te aller dans ce sens, quoi. Moi, je trouve que même les bandes annonces aujourd'hui, elles révèlent Ouais, tout du film. C'est vraiment dommage, quoi. Il y a plus de surprises. c'est Et ça. pire, bien avant d'aller voir le film, il faut que tu saches quasiment tout ce qui s'y passe. C'est ça. Extrêmement dommage. Quel caméo tu vas avoir, quel ci, quel ça, c'est dur, effectivement. Ah, on a vraiment un trio, un quatuor plutôt d'acteurs sublimes dans ce film, donc très masculin et notamment, mais quand même une femme qui vient pointer le bout de son nez, une actrice Gwyneth Paltrow, donc qui joue la femme de Brad Pitt dans le film. Est-ce que tu sais qui a convaincu Gwyneth Paltrow d'accepter le rôle de la femme de l'inspecteur joué par Brad Pitt? Ben oui, c'est son petit copain qui l'a poussé à accepter ce film. Et son petit copain, surprise, c'est Brad Pitt. Et exactement, Brad Pitt avait accepté le rôle et voyait très bien Gwyneth Paltrow, jouer ce rôle et elle ne voulait pas, elle trouvait le film vraiment trop sombre, trop difficile en fait, trop dur et elle lui a dit il faut vraiment que tu rencontres David Fincher, donc il a organisé un dîner et elle s'est laissée convaincre pour jouer le sublime rôle qu'elle joue dans ce film. Toi, tu n'avais plus de questions. Alors, moi je vais t'en poser encore une ou deux. Est-ce que tu sais quel objet particulier portait la première victime dans le film, la victime donc tuée pour la gourmandise? La victime avec la tête dans son plat de spaghetti. Exactement. Non, je vois pas du tout. Alors, il faut s'imaginer un petit peu l'ambiance. On est dans une maison où de la bouffe pourrie depuis des semaines, des jours, des semaines. Forcément, il y a des choses qui apparaissent et pour éviter que certains incidents se produisent, ils ont été obligés d'utiliser un objet pour l'acteur. Ils lui ont mis des bouchons dans les oreilles, ils ont fermé tous ces trous. Exactement, tout à fait. Ils ont utilisé du coton pour boucher ses oreilles, ses narines, parce qu'en fait la pièce, ils avaient fait venir tellement d'insectes qu'il fallait éviter qu'elle rentre dans ses orifices pour éviter qu'il ne bouge et que les prises soient ratées. Ok, ça c'est ma hantise, tu sais. Tu dors et t'as des insectes qui te... Oh mon Dieu. Ah, tu vois, je vais t'apprendre une nouvelle, mais il paraît que dans notre vie, on mange au moins 10 araignées par an. Ok, on change de sujet tout de suite. Pas par an, hein, mais par vie. Voilà, en dormant la bouche ouverte quand on a le nez bouché. Apparemment, il y a quelques arachnides qui viennent voir ce qui se passe à l'intérieur de notre bouche et nous, on déglutit et les voilà régurgités dans notre estomac. On change de sujet, allez vite. C'est parti. Allez, j'ai une dernière question avant de passer aux théories les plus folles autour de Seven. Il y a une phase du scénario qui n'était pas prévue et qui a été gardée dans le film. Est-ce que tu sais laquelle c'est? Est-ce que c'est la dernière? Non. Alors non, je sais pas du tout. Non, alors, en plus, c'est une scène assez anodine, mais après, elle est emblématique parce qu'elle amène d'autres éléments vis-à-vis des acteurs. Bon, je vais te le dire parce que ça, c'est quand même dur à trouver. Pendant une scène de course-poursuite, en fait, Brad Pitt, il a eu un accident et il a passé son bras à travers le pare-brise. Et donc, du coup, il a dû être opéré. Et étant donné qu'il a été opéré, il avait un bandage. Et je sais pas si tu te souviens, mais après la scène de course-poursuite, on le voit avec le bras en écharpe. Donc le bras en écharpe, ce n'est pas un fake, hein, ce n'était pas inclus au scénario. Mais étant donné qu'il a été opéré et que cette chute donnait bien en fait sur les shoots à l'écran, ils ont décidé de garder la chute et le bras emplâtré de près. Ok, je savais pas du tout ça. C'est l'adaptation au maximum, quoi. Voilà, exactement. Un peu, ça fait un peu écho à ce qu'on a pu voir des années plus tard avec Quentin Tarantino et Leonardo DiCaprio dans Django Unchained quand DiCaprio s'énerve, explose un crâne en résine et en fait s'ouvre la main et continue à jouer tout en s'essuyant la main. Et c'est un peu la même chose. Allez, il est temps de passer à notre dernière chronique, les théories les plus folles.
Je vais faire valoir mon péché de l'orgueil et de l'envie, de la jalousie et même de la colère. Si jamais tu avais la même théorie que moi, je serais vraiment énervé, triste et déçu que ce soit toi qui l'aies énoncé. Tu vas me le dire tout de suite. Moi, la théorie que j'ai trouvée et que je trouve assez intéressante, c'est qu'en fait, Kevin Spacey donc John Doe ne serait pas le vrai méchant de l'histoire. Ben, je pense qu'on a la même. Écoute, donc je suis très content de commencer. Effectivement, ce ne serait pas John Doe, le vrai méchant de l'histoire, mais ce serait en fait l'inspecteur Somerset, donc joué par Morgan Freeman, qui tirerait les ficelles. Et cette hypothèse, donc cette théorie, elle fait vraiment froid dans le dos. Hein. Elle repose sur plusieurs éléments, donc plus ou moins crédibles. Déjà, Somerset a quelques jours de la retraite, et ça lui permettrait de faire un dernier coup avant de disparaître. Si jamais vraiment il avait été méchant, il a pu faire des choses comme ça tout au long de sa vie. Ensuite, au début du film, le détective cherche à se débarrasser de l'enquête. Il veut vraiment pas être mis dessus. Il veut être réaffecté à quelque chose de plus simple avant son départ. Et il refuse surtout de travailler avec un associé. C'est assez maigre hein, comme élément, mais la partie la plus intéressante de la théorie, elle concerne vraiment le meurtre invoquant la paresse. Donc dans Seven, le serial killer, il assassine ses victimes donc en suivant un protocole particulier, tuer ces pauvres gens selon les 7 péchés capitaux. Et dans la mise en scène de la paresse, la victime est attachée à un lit, vouée à pourrir avant de trouver la mort. Et pour dissimuler l'odeur du corps, le tueur a disposé des désodorisants partout dans la chambre en forme de sapin. Et il faut savoir que ces déodorisants-là, similaires, on les aperçoit sur le bureau de l'inspecteur Somerset. Ouais, donc, ça c'est l'indice qui tue ça. Exactement, ça c'est l'indice qui tue. En tout cas, quand on voit la folie qu'il y a derrière et le génie qu'il y a derrière le réalisateur et le scénariste. Donc si cette théorie venait à être confirmée, donc ce qui serait intéressant de se demander, c'est quel rôle joue John Doe dans cette mise en scène machiavélique. Et donc selon la théorie, John, personnage totalement déséquilibré, hein, complètement fou, il serait en réalité donc manipulé par Somerset. Et pour aller encore plus loin, la théorie avance que le carton à la fin du film, censé contenir la tête de l'épouse de Mills, serait en réalité vide. Et effectivement, à aucun moment on voit Brad Pitt jeter un œil à l'intérieur de ce carton. Ouais, c'est énorme comme théorie, je trouve. Donc tu avais la même, hein, on est d'accord. Oui, j'avais la même. Ouais, effectivement, cette théorie est vraiment énorme et elle fait froid dans le dos et elle jette un nouveau regard sur ce film déjà culte et qui pourrait le rendre peut-être même encore plus culte. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'adore cette théorie, personnellement. Bon. Eh ben, parfait. Eh ben, ainsi s'achève l'instant culte. Si tu n'as plus rien à m'apprendre ou à me dire, Chris, sur cet énorme film qu'est Seven. Non, à part aller le voir et la semaine prochaine, on parle de Brésil. Allez, parfait. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se quitte sur un morceau de David Bowie et qui s'intitule Seven. Donc il faut savoir que David Bowie avait signé également le générique de fin du film Seven, mais il a également une musique qui s'appelle Seven et on a préféré vous faire écouter celle-ci, qui est un peu moins connue, une jolie balade sur l'histoire d'un homme qui a 7 jours pour réaliser ses rêves. Donc on se quitte sur David Bowie et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao Chris. Salut. I forgot what my father said. I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. I forgot what my brother said. I forgot what he said. I don't regret anything at all. I remember how we went on a bridge of violent people. I was small enough to cry. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die.
days before you. Still my trembling heart. 7 days to live my life, or 7 ways to die. Forgot they made me, so I forgot them too. I listen to the shadows, I play among their graves. My heart was never broken.